Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de vaccination contre la COVID-19, le ministère de la Santé et le Comité national de vaccination procéderont du 17 au 23 mai 2021 au lancement de la campagne de vaccination à l'intérieur du pays, conformément au programme ci-après. Dès 17 mai, Kulamoto dans la province de Logouelolo, Chibanga dans la province de Lanyanga. Mardi 18, Mouila dans la province de Langouni. Jeudi 20, Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Vendredi 21, Makoko dans la province de Logoué-Ilindo. Et enfin samedi 22, Oyem dans la province de Wolontem. Par ailleurs, le mercredi 19 mai, le ministre de la Santé procédera au lancement de la médecine itinérante Ngomo dans le département de Logoué et des Lacs, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation impulsé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il est 20h à Libreville au Gabon et c'est l'heure de la principale édition d'information sur Gabon 24. Voici les titres. Journée de sensibilisation à l'hypertension artérielle au Gabon. Les populations ont été édifiées sur ce qu'est la maladie et la conduite à tenir lorsqu'on est hypertendu. Prévu pour commencer ce lundi, le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été reporté au 26 mai par la justice de son pays. D'une même voix, le Gabon entre manifestations des Japonais qui demandent l'annulation des Jeux et la tenue des compétitions tests. Bienvenue sur Gabon 24 avant le développement des titres de cette grande édition parlant de ce nouvel accord qui est en gestation contre la criminalité des espèces sauvages sur la protection des animaux sauvages entre le Gabon et le Costa Rica. Une fois adopté, cet accord sera le premier du genre qui va être intégré dans le cadre du projet pénal international. Michel Seignier, Marie-Pascale Moïse. Le Gabon et le Costa Rica demandent que la prévention et la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages soient intégrées dans le cadre du droit pénal international à travers l'élaboration d'un nouvel accord mondial. C'était tout à fait logique pour nous d'agir avec le Costa Rica, reconnu en Amérique centrale comme moteur sur les questions d'environnement. Il s'agit d'un accord contre la criminalité liée aux espèces sauvages prenant la forme d'un 4e protocole à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, contre le trafic illicite de la faune et de la flore. Sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, CNUCTO, qui compte aujourd'hui 3 protocoles, un sur la traite des personnes, un autre sur le trafic des migrants et un 3e sur la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, d'ajouter un 4e protocole sur le commerce illicite de la faune et de la flore. Et notre objectif, ce sera sur les prochains 12 mois de travailler avec tous ces pays pour qu'on peut l'année prochaine proposer l'adoption au niveau des Nations Unies. Une fois adopté, ce nouvel accord sera le premier du genre relatif à un crime affectant gravement l'environnement qui va être intégré dans le cadre du droit pénal international.
Poursuite de la vaccination contre la Covid-19 au Gabon, le ministre de la Santé Guy-Patrick Obiandong a lancé ce lundi la campagne dans la province de Logouelolo. L'objectif est de parvenir à une couverture vaccinale maximale pour mieux lutter contre la propagation du virus. Le rapport du nombre de nouvelles contaminations est plutôt encourageant et le Gabon espère maintenir la tendance à la baisse en développant l'immunité collective à travers la vaccination. À l'occasion de la journée mondiale contre l'hypertension artérielle commémorée ce 17 mai, le Centre d'action sanitaire et sociale Gisèle Ayouné de Libreville a initié une séance de sensibilisation et de dépistage gratuit autour de cette maladie au bénéfice des populations qui ont répondu présent. David Obola, à Lanchic. La tension artérielle, parfois méconnue, est une augmentation de pression de la circulation du sang dans les artères. Cette maladie génético-environnementale est très souvent liée au stress familial, professionnel, mais aussi la mauvaise alimentation. D'où l'importance de connaître son statut. Moi, naturellement, c'est dans la famille. Je suis hypertendu. Disons, je viens même de faire la consultation. La tension est un peu montée. Donc, je vais essayer de voir un peu un docteur. Je vais me conseiller à faire ce qu'il faut faire. Je viens pour savoir mon statut. Est-ce que ma tension est normale ou pas déjà dans un premier temps? Et ensuite savoir autre chose qu'on pourra découvrir. Parce que l'hypertension a plusieurs conséquences dont les plus répandues sont l'AVC, l'insuffisance rénale. Nombreux sont ceux qui ont effectué le déplacement, qu'il s'agisse des potentiels hypertendus ou pas. Depuis ce matin, lorsque nous recevons les patients, ils sont enregistrés. Ensuite, il y a les paramètres qui sont pris, c'est-à-dire la mesure de la tension artérielle, qui est l'objectif principal, le poids de la personne, et nous envoyons les patients ensuite voir les médecins référents. Et lorsqu'il y a des cas avérés d'hypertension artérielle, nous les envoyons chez les cardiologues. Alors, et lorsqu'ils sont ici, ça se passe comment? Ça se passe comme une consultation normale. Le patient, on ouvre un dossier, on reprend les paramètres. Et s'il mérite d'avoir déjà un premier traitement, je vais le mettre et expliquer un peu les mesures hygiéno-diététiques et les examens que nous allons faire après. Les moyens de prévention sont clairs. Éviter de manger trop gras, trop sucré ou trop salé. Diminuer la consommation d'alcool. Avoir un bon rythme de sommeil et bien sûr, faire du sport par marche active de 30 minutes par jour. Et puis, longtemps considérée comme la maladie des personnes âgées, l'hypertension artérielle touche de plus en plus une population jeune comprise entre 18 et 30 ans. Une inversion d'âge qui se justifie, selon les experts, par l'obligation de performance de plus en plus exigée dans les entreprises. Retrouvons David Obola, Adam Chic. 30 à 40% de la population gabonaise particulièrement est hypertendue, donc près de la moitié de la population. Et les jeunes potentiels hypertendus sont majoritaires. À quoi cela peut être dû? Élément de réponse. Les jeunes rentrent très jeunes déjà dans la vie active. On rentre très jeune. Après ces études universitaires, on a un BTS, un machin, on commence. Et dans les sociétés, aujourd'hui, c'est la performance. Est-ce que vous voyez? Pratiquement la moitié des cadres dans les banques, les assurances, les sociétés, ils sont hyper tendus parce qu'ils sont sous pression. On demande de la rentabilité. On demande beaucoup de choses. Donc, ils sont surexploités et très vite, effectivement, ils développent cette hypertension artérielle qui peut entraîner, comme je vous ai dit, des accidents aigus, des AVC, des crises cardiaques, des problèmes d'insuffisance rénale. La société actuelle permet certes aux jeunes d'intégrer plus rapidement le monde du travail, mais cette tendance a pour effet pervers que l'état de la santé de ces jeunes prend un coup, les exposant aux maladies telles que l'hypertension artérielle. Hors des frontières gabonaises, dans la perspective de la coopération sud-sud, le Togo et le Congo viennent à nouveau de renforcer leur partenariat au travers des échanges commerciaux et des accords diplomatiques. Michel Seni nous en parle. La coopération sud-sud fait référence à la coopération technique entre pays en développement des pays du Sud. C'est un outil utilisé par les États, les organisations internationales, les universitaires, la société civile et le secteur privé pour collaborer et partager des connaissances, des compétences et des initiatives réussies dans des domaines spécifiques tels que le développement agricole, les droits de l'homme, l'urbanisation, la santé, le changement climatique.
Cette nouvelle démarche, les pays africains l'ont bien compris, à l'instar du Togo et du Congo-Brazzaville, qui multiplient des actions visant à renforcer leur partenariat diplomatique, mais surtout économique. Pour preuve, la signature de 2 importants accords de coopération économique et un accord d'exemption réciproque de visa diplomatique entre Lomé et Brazzaville, mais aussi la récente visite du numéro 1 togolais Fornia Simbe en terre congolaise. Dans le détail, le premier accord consacre un partenariat entre les chambres de commerce des 2 pays, tandis que le second établit un lien entre les ports de Lomé et de Pointe-Noire. Ces instruments juridiques ont pour principal objectif de booster les échanges économiques et les relations entre les secteurs privés du Togo et du pays qui constitue le second marché d'exportation du Togo au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale après le Gabon. Selon plusieurs analystes, les exportations togolaises vers le pays de Denis Sassou Nguesso s'établissent à 1,4 milliard de francs CFA à fin 2019. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, la chute des prix du cacao pour la 2e récolte annuelle ne semble pas contenter les planteurs à travers le pays, mais ce n'est pas le cas. À Brimbo, un petit village prospère où il a été lancé il y a 11 ans, la première coopérative de cacao bio du pays. Miguel Mabika. Le bio est une solution pour en finir avec les difficultés que traverse le cacao ivoirien, bien que la Côte d'Ivoire se soit imposée à travers la planète comme étant le premier producteur avec 2 millions de tonnes et plus de 40% du marché, l'or brun ne profite pleinement pas à ses planteurs. La société coopérative équitable du Bandaman de Brimbo, qui avait produit 13 tonnes de cacao avec 33 planteurs en 2010, devrait produire cette année plus de 200 tonnes avec 264 planteurs. Sa production est désormais achetée par la société française Équitable, spécialisée dans les produits équitables pour fabriquer le chocolat Grand Cru Brimbo, vendu dans les grandes surfaces en France. Désormais 280 à peu près. Cette année, on va acheter 200 tonnes chez eux. Ils sont passés en bio. Ils ont un cacao de très bonne qualité qui est reconnu à l'international. Contrairement au... On a pu démonter ce cliché que le cacao ivoirien a de mauvaise qualité. On a pu démontrer ici que quand les producteurs sont formés, maîtrisent et sont bien payés pour ce travail supplémentaire, on est tout à fait capable de faire du très bon cacao en Côte d'Ivoire. Les fruits sont déjà perceptibles. Les cacaoculteurs de la société coopérative équitable du Bandama de Brimbo se frottent les mains. Ils vendent à présent leur cacao bio près du double du prix officiel. Avec 6 employés, la SCEB a investi dans un nouveau siège, un nouveau magasin de stockage de 300 tonnes et va se doter d'un laboratoire d'analyse pour améliorer encore la qualité de son cacao. Je vous l'annoncer en titre, Jacob Zuma, ancien président d'Afrique du Sud, a comparu devant la justice ce lundi pour des accusations de corruption en marge d'un contrat d'armement conclu par le géant français Thales. Le procès de l'ancien chef d'État soupçonné d'avoir empoché 235 000 € de pots de vin a été reporté au 26 mai prochain. Gabriel Atanga. 16 chefs d'accusation, dont celui de corruption, pèsent sur l'ancien président Jacob Zuma. Il est soupçonné d'avoir touché plus de 4 millions de rands, soit 235 000 € au taux actuel de pots de vin en 1999, dans le cadre d'un contrat d'armement passé avec le géant français Thales. C'est peut-être le début de la fin d'un long feuilleton judiciaire pour Jacob Zuma. Peu après la levée du procès, la justice a annoncé son report. L'affaire est ajournée au 26 mai 2021, date à laquelle le plaidoyer sera enregistré. Il faut dire que le procès a déjà été reporté plusieurs fois. Lâché par son armée d'avocats quelques semaines plus tôt, son nouveau conseil, maître Tabani Moussoukou, a toutefois déclaré lundi à la cour que Zuma est prêt pour son procès. Il l'a toujours été. À 79 ans, l'ancien chef d'État devra également répondre des chefs d'accusation d'extorsion et de blanchiment d'argent lorsqu'il était encore vice-président, quand le géant français de l'armement a emporté un contrat pour l'équipement d'avions et de navires militaires. Le parti ANC de Jacob Zuma, fondé par Nelson Mandela et qui joue sa crédibilité, n'a pas fait de commentaires.
La société Thales a quant à elle déclaré qu'elle était confiante et qu'elle démentait fermement les accusations portées contre sa filiale sud-africaine. Aussi, la tension croissante liée au refus répété de Jacob Zuma de témoigner a-t-elle conduit à une impasse alors qu'il a été cité directement ou indirectement par une bonne trentaine de témoins devant cette commission consultative dont les conclusions pourront toutefois être transmises au parquet. Dans le reste de l'actualité, le dépôt des listes pour le premier tour des régionales en France est clos. Une clôture qui marque un point d'étape avant l'ouverture de la campagne officielle le 31 mai pour un premier tour qui aura lieu le 20 juin prochain. Retrouvons Gabriel Retanga. Rien que dans les Hauts-de-France, ils sont 5 membres du gouvernement dont le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à se lancer pour tenter de troubler le duel annoncé entre le président sortant Xavier Bertrand et le parti d'extrême droite. Sur les 13 régions métropolitaines, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et son président sortant LR remportent la palme du suspense. 15 candidats de la majorité présidentielle seront présents sur les 135 noms de la liste qu'il a dévoilée le week-end écoulé. Pour le président sortant, il s'agissait d'élaborer la meilleure formule pour battre le candidat du Rassemblement national, Thierry Mariani, donné vainqueur selon plusieurs sondages. Début mai, une annonce du Premier ministre Jean Castex avait provoqué une polémique au sein des Républicains. Alors que le scrutin s'annonce difficile partout pour les troupes d'Emmanuel Macron, ils seront 5 membres du gouvernement aussi sur la liste RLM en Île-de-France, où la présidente sortante Valérie Pécresse fait la course en tête dans les sondages devant le numéro 2 du RN, Jordan Bardella. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, lui, a annoncé qu'il se retirerait de la vie politique en cas d'échec au régional. Rappelons à toutes fins utiles que de grandes manœuvres et de tractations de coulisses ont été enregistrées pour le premier tour des élections régionales du 20 juin prochain. La campagne officielle s'ouvre, elle, le 31 mai. Déclin de la population en Italie. Les autorités gouvernementales et religieuses s'alarment en raison de la proportion de la natalité considérablement faible. Pour y remédier, des états généraux de la natalité ont été lancés le 14 du mois en cours. Linda Gelmaranga nous en parle. Baisse du taux de natalité, baisse de la démographie et vieillissement de la population en Italie. Depuis le 14 mai, les autorités gouvernementales et religieuses se réunissent au cours des états généraux de la natalité pour évoquer ces problèmes qui affectent l'Italie. Selon les derniers chiffres consignés dans le rapport 2019, les naissances ont baissé de 3,8%, soit près de 16 000 naissances de moins, tandis que les décès ont augmenté de 17,6%, soit près de 112 000 de plus que l'année précédente. L'incertitude du travail, le coût de la vie considéré par les familles comme très élevé sont autant de facteurs qui pèsent sur la décision de concevoir des enfants dans les couples. Les états généraux de la natalité témoignent d'une prise de conscience du gouvernement italien qui lance l'alerte pour inciter les couples à concevoir. Pour le pape François, une société qui n'accueille pas la vie cesse de vivre. Selon les autorités et l'Église, si la baisse du taux de natalité persiste, les conséquences pourraient être dramatiques. Il faut donc trouver des mécanismes pour inciter la population à se reproduire. Et pendant ce temps, le Royaume-Uni a atteint le nombre de 20 millions de personnes entièrement immunisées contre la pandémie actuelle selon des chiffres officiels. Ce taux représente 40% de la population adulte. Les détails de Ornella Guédon. C'est grâce à une campagne vaccinale de masse que le Royaume-Uni a réussi à enregistrer ce nombre d'environ 20 millions d'adultes entièrement immunisés. Alors qu'une étape majeure du déconfinement est imminente, avec notamment l'ouverture des pubs et restaurants en interne, des lieux culturels, des hôtels et stades, avec un nombre requis de 10 000 spectateurs au maximum. Après de longs mois de confinement au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec plus de 128 000 morts, le gouvernement britannique mise fortement sur la vaccination de masse pour sortir de cette crise sanitaire.
Le pays garde comme objectif l'injection d'une première dose de sérum anti-Covid-19 à tous les adultes d'ici fin juillet prochain. Afin de stopper la propagation du virus, le délai entre les 2 doses du vaccin a été ramené à 8 semaines, au lieu de 3 mois actuellement, chez les personnes de plus de 50 ans et les plus vulnérables. Selon les spécialistes, la vaccination aurait permis d'éviter la mort de 11 700 personnes et 33 000 hospitalisations dans le pays jusqu'à fin avril dernier. Des dizaines de manifestants anti-JO se sont rassemblés à la station Shibashi de Tokyo pour demander l'annulation des Jeux. Un sondage montre que 80% des Japonais sont opposés à la tenue de l'événement sportif cet été, à moins de 10 semaines de son lancement. À moins de 10 semaines de l'événement reporté l'an dernier à cause de la pandémie de coronavirus, une enquête d'opinion a été réalisée par le quotidien japonais Asahi après la décision du gouvernement vendredi dernier d'élargir l'état d'urgence sanitaire à 9 départements du pays, lequel est confronté à une 4e vague d'infection à la Covid-19, mettant son système de santé sous pression. Ce sondage a donc conduit à une manifestation anti-JO à Tokyo. Il est évident pour tout le monde que nous devions annuler les Jeux, mais ni le comité d'organisation de Tokyo 2020, le gouvernement de Tokyo ou le Premier ministre Suga ne prennent la décision. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir les Jeux Olympiques alors que nous devons vaincre le coronavirus. Le sondage réalisé par téléphone auprès de 1527 personnes révèle que 43% des personnes interrogées souhaitent l'annulation des Jeux et 40% un nouveau report. Si elles donnent la priorité aux mesures antivirus, je veux qu'elles annulent les Jeux Olympiques. Je suis ici pour protester contre les Jeux parce que leurs politiques sont tellement contradictoires. Seuls 14% sont favorables à la tenue des Jeux prévus du 23 juillet au 8 août contre 28% auparavant. Et si les Jeux ont lieu, 59% des personnes interrogées ne veulent pas de public, 33% étant favorables à une réduction du nombre de spectateurs et 3% seulement à des Jeux avec une capacité normale dans les stades, même si les organisateurs ne cessent de répéter que les mesures antivirus strictes, y compris des tests réguliers sur les sportifs et l'interdiction de spectateurs venus de l'étranger, permettront aux JO de se tenir en toute sécurité. Et comme pour prouver aux manifestants anti-JO que ces derniers sont réalisables malgré la situation sanitaire de leur côté, les organisateurs de Tokyo 2021 ont organisé une compétition test de BMX freestyle, un des sports urbains faisant son entrée aux Jeux Olympiques cet été et sans spectateurs. Retrouvons Ahmed Joué-Bongo. Au regard de tous les sondages qui ont actuellement été réalisés par certains médias au Japon, l'on constate que plus de 80% des Japonais sont opposés à l'organisation des Jeux Olympiques cet été. Et pour montrer aux populations japonaises et au monde entier que la tenue des Jeux est possible sans craindre une résurgence du coronavirus, le comité d'organisation des JO et le gouvernement de Tokyo ont permis la tenue d'une compétition test de BMX. Honnêtement, je pense que c'est un peu triste. Mais je veux quand même que tout le monde dans le pays regarde le BMX, les sports urbains, comme un événement olympique. Je veux toujours que les gens soient excités et qu'ils crient « Ouais !» même si c'est devant la télévision. Et à l'image de Katsunabu Kato, le porte-parole du gouvernement japonais, qui veut que la population comprenne que les Jeux de Tokyo se dérouleront de manière sûre, les compétiteurs de BMX, eux, semblent confiants. En ce qui concerne les mesures anti-coronavirus, nous devons porter des masques à tout moment, sauf lorsque nous roulons. Et nous devons utiliser du désinfectant pour les mains lorsque nous entrons dans le bâtiment. On se sent très en sécurité, c'est sûr. Et je pense que nous pouvons l'organiser en toute sécurité. Dans son combat de vouloir maintenir l'organisation des JO de Tokyo, le gouvernement japonais doit fournir des explications détaillées sur les mesures concrètes prises concernant le coronavirus, lui qui affirme que les Jeux ne mettraient pas davantage de pression sur le système médical au pays du soleil levant. La 69e édition du concours Miss Univers s'est tenue ce 16 mai en Floride aux États-Unis. À l'issue d'une cérémonie pleine de glamour, une reine de beauté a été couronnée parmi les 73 candidates. Découvrons laquelle avec Linda Gael-Moronga et Sabrina Massima. Miss Univers est désormais mexicaine.
Andrea Missa, après avoir défilé et répondu à des questions d'actualité, elle a su séduire le jury face à d'autres candidates. En succédant à Zozibine Tounzi, Miss Afrique du Sud, la jeune femme de 26 ans qui avait déjà été finaliste de Miss Monde 2017, devient donc la 3e reine de beauté mexicaine à remporter la couronne tant convoitée lors d'un show animé depuis Hollywood. Engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, Andrea Missa s'est prononcée en faveur de l'égalité pour tous. La Mexicaine espère pouvoir servir le monde à travers son combat pour l'inclusion, notamment en œuvrant pour l'Institut municipal des femmes. Cette élection de Miss Univers 2021 aura été l'occasion pour certaines de profiter de cette tribune comme Miss Birman pour dénoncer le coup d'État de l'armée dans son pays. Andrea Missa a certes remporté la couronne, mais il y a tout de même une qui a valablement représenté le Cameroun et rendu l'Afrique fière. C'est la candidate camerounaise Kosenda Angèle qui a fait sensation avec sa tenue traditionnelle aux allures de lionne, un bel hommage rendu à l'Afrique et à son pays en particulier. C'est hissée à la 7e place de cette catégorie. Originaire de la région du Nord et diplômée en finance, la jeune femme de 28 ans a représenté le Cameroun au grand concours de beauté du monde lors de cette finale. Au gré de sa beauté, son intelligence et son talent, elle s'est donnée pour cheval de bataille la lutte en faveur de l'utilisation des matières premières naturelles. Point final à ce journal, voici le rappel des titres. Nous l'avons vu, journée de sensibilisation à l'hypertension artérielle. Au Gabon, les populations ont été édifiées sur ce qu'est la maladie et la conduite à tenir lorsqu'on est hypertendu. Prévu pour commencer ce lundi, le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été reporté au 26 mai par la justice de son pays. Nous l'avons vu. Entre manifestations des Japonais qui demandent l'annulation des Jeux et la tenue des compétitions tests, l'organisation des JO continue de créer la polémique dans l'archipel nippon. Sur Gabon 24, l'information est en continu sur nos différentes plateformes numériques. Entre-temps, n'oublions pas, la Covid-19 circule toujours, alors respectons les mesures barrières. Bonne suite de programme sur Gabon 24.